Là, je vous préviens, il y a probablement beaucoup de représentants de chez Post Canada, Purolator, FedEx, UPS, n'importe quel transporteur qui ne veut surtout pas que vous sachiez ce que je vais vous expliquer ici. Surtout ceux qui pensent plus à eux qu'à vous. Quand on négocie avec un transporteur, ça peut faire peur à plusieurs, puis avec raison. On peut avoir l'impression de ne pas tout comprendre, puis on n'est peut-être même pas certain d'avoir le meilleur prix. Imaginez si vous aviez le pouvoir de lire dans la tête du représentant. C'est sûr qu'il y aurait un avantage pour vous de savoir ce qu'il peut faire, ce que les autres paient, puis même la façon que lui est payé. On a décidé de contacter un ancien haut placé d'un transporteur connu pour avoir les meilleurs trucs pour bien négocier, ce que les transporteurs ne veulent pas que vous sachiez. Ici Mathieu Lessard de Buster Fisher. On aide plus de 1400 entreprises à la grandeur du Canada à économiser sur leurs frais d'expédition, que ce soit des e-commerce, du manufacturier, des services financiers, en fait tout ce qui expédie. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de cliquer sur le bouton pour vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle vidéo. Et si vous êtes déjà abonné à notre chaîne, ou encore mieux, si vous êtes déjà client chez Buster Fisher, merci beaucoup, on apprécie beaucoup. Quand on parle à nos clients, on se rend compte que souvent, les clients ne comprennent pas trop ce qui se passe dans le monde de l'expédition. Des fois, il y en a qui nous disent que c'est un peu comme un trou noir. On lance notre colis, puis on espère qu'il va se rendre. Le trou noir, ce n'est pas juste quand c'est le temps d'expédier un colis, mais aussi quand ça vient le temps de négocier ses ententes avec un transporteur. La dernière fois que vous avez négocié avec votre transporteur, êtes-vous vraiment certain que vous avez eu les meilleurs tarifs, que vous saviez tout ce qu'il savait, puis tout ce qu'il pouvait faire? Votre représentant, là, il sait beaucoup de choses sur votre profil d'expédition. Puis vous, peut-être pas autant. Ce qui fait que la négociation peut sembler inégale en faveur du représentant. Aujourd'hui, je vous présente 19 trucs tellement hot qu'on a eu d'un ancien haut placé d'un transporteur majeur canadien qui nous a donné des trucs qui vont vous redonner le contrôle lors de votre prochaine négociation. Juste avant de commencer, je veux vous donner un petit avertissement important. Parce qu'il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent se passer d'une négociation à l'autre, à commencer par vous. C'est pas tout le monde qui est vraiment bon pour négocier. En plus de ça, il y a le représentant, la période de l'année, les objectifs, le directeur, la compagnie. Des fois, on se demande même si la Lune n'est pas en train de s'en mêler. On commence ça maintenant. Comment sont payés votre représentant et son directeur? Restez jusqu'à la fin. On a même eu accès à une demande d'accès à l'information pour Post Canada et on va vous dire exactement de quelle façon les différents transporteurs rémunèrent leurs représentants. Deuxième point, soyez gentils. J'aime tellement quand les choses vont vite qu'en négociation, je ne suis pas vraiment bon parce que je veux me rendre directement à la fin. Si vous pensez à votre représentant et que vous êtes gentil avec lui, que vous lui fournissez le maximum de données, vous allez voir plus tard, vous allez avoir une longueur d'avance. Troisième point, tout est négociable, mais vous n'aurez jamais ce que vous ne demandez pas. La pire chose à faire, c'est de dire « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? » Il ne faut pas oublier que c'est une compagnie, là. Elle est là pour faire de l'argent, puis c'est très rare qu'ils vont donner des cadeaux que vous n'avez pas demandé. Puis si oui, assurez-vous de vérifier. Séparer ces volumes, vraiment, de séparer ces volumes en différents transporteurs, ce n'est pas toujours une mauvaise idée, puis ça ne veut pas dire que vous allez avoir des moins bons tarifs. Je vais vous donner un exemple. Souvent, les transporteurs vont avoir des tarifs en paliers. Donc, imaginons qu'un transporteur a un palier à 50 et à 70 000. Si vous dépensez pour 70 000 d'expédition par année, puis que le palier minimum est de 50 000 vous pourriez très bien prendre un 20 000 puis le donner à un autre transporteur sans affecter vos tarifs. L'année passée, des clients de Post Canada nous ont appelés en panique parce que le transporteur avait émis un maximum de colis qu'il acceptait. Quelqu'un qui avait un deuxième transporteur dans une situation comme ça était capable de bien mieux servir ses clients, puis son escompte n'était pas impacté. D'ailleurs, si vous voulez une deuxième option, juste à nous contacter. On a déjà des ententes avec certains transporteurs, comme par exemple Purolator. C'est quand le meilleur temps de négocier? Partie 1. C'est quand le meilleur temps pour négocier? Est-ce que c'est avant les fêtes? Est-ce que c'est en janvier? Selon notre source, c'est avant la fin du deuxième trimestre. Le premier trimestre qui est déjà terminé, il y a des bonnes chances que les chiffres ne soient pas exactement ce qu'ils s'attendaient, sauf évidemment si on est en pleine pandémie en mars 2020. Puis les transporteurs vont vouloir atteindre leur objectif avant la fin du deuxième trimestre. La pire période, c'est le quatrième trimestre. Même que déjà à partir de septembre, il y a des transporteurs qui arrêtent de prendre des nouveaux clients pour bien prendre soin de ceux qui ont déjà, surtout parce que la période des fêtes, c'est une des plus grandes de l'année. Par contre, ce n'est pas une règle absolue. Ça se peut que le transporteur n'ait pas exactement le nombre de colis qu'il s'attendait. Puis là, ils vont être super contents de vous accueillir. La meilleure façon, c'est de leur demander. Mais il y a une chose à garder en tête, c'est les commissions et les objectifs des représentants. Imaginez que vous êtes en octobre, votre réseau est plein puis il y a un nouveau client qui arrive. Ça vous tenterait-tu vraiment de le prendre? Par contre, imaginez que le nouveau client est intéressé à expédier à partir de janvier. Quand l'année recommence, les objectifs,
là, le représentant va être beaucoup plus motivé parce que lui, il va travailler pour commencer son année du bon pied. C'est quand le meilleur temps de négocier? Partie 2. Je vous comprends. Vous venez de commencer à expédier avec un nouveau transporteur, puis là, votre entreprise fonctionne tellement bien que vous avez triplé les chiffres que vous lui avez promis. Puis là, vous allez voir votre représentant en lui demandant des meilleurs tarifs après juste 2 ou 3 mois de relation ensemble. Ça peut marcher, mais c'est loin d'être l'idéal. Je le sais parce que j'ai fait l'erreur. Hein, Geneviève? L'ancien haut placé nous a recommandé de laisser passer 1 an avant de revenir à la charge parce que c'est un peu comme une cote de crédit. Après 1 an, le transporteur a vu votre progression, vous connaît beaucoup plus, il voit la vitesse à laquelle vous payez votre compte, la qualité de vos emballages, un paquet de facteurs qui font que pour lui, vous êtes beaucoup moins risqué qu'au début, donc il va être plus parlable. Le directeur des ventes est celui qui a le pouvoir. C'est vrai que le représentant a un certain pouvoir sur le prix puis sur l'offre qu'il peut vous faire, mais le directeur a beaucoup plus de latitude que le représentant pour vous donner des meilleurs tarifs. Quand le compte devient plus gros, l'entente va nécessairement passer par un département de finances qui va analyser un paquet d'informations puis donner des tarifs en conséquence. Le 8e point, connaissez vos chiffres. Quand vous allez rencontrer votre transporteur ou encore vous parler à un nouveau représentant, c'est très important de connaître les chiffres de votre expédition, en particulier les points suivants. Le poids moyen de vos colis, le nombre de boîtes en moyenne par envoi. Il y a certains transporteurs qui vont vous faire payer un seul envoi pour plusieurs paquets s'ils vont tous à la même destination. Le pourcentage de colis que vous expédiez en campagne versus la ville. Un petit truc qu'on nous a donné, c'est que souvent, les territoires qui sont en campagne ont un 0 dans le code postal. Le montant que vous dépensez par chacun des services de votre transporteur, que ce soit Express Post, Priorité, Colis Accéléré, Standard, Express, Routier pour Purolator et tous les différents services. Vous êtes capable de séparer le montant que vous dépensez pour chacun, ça va aider aussi. Le pourcentage d'expédition en mode résidentiel versus entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est d'expédier une maison versus une entreprise, mais souvent le terme résidentiel signifie une zone moins peuplée où le transporteur va avoir à faire plusieurs arrêts pour livrer ses colis. Ça montre que vous connaissez votre entreprise, que vous êtes bien organisé, puis que vous ne laissez pas de place à l'improvisation. Puis ça, le transporteur va l'apprécier parce que c'est moins de risques, puis il va vous prendre plus au sérieux. Là, j'ai un avertissement vraiment important à vous faire. Ne renoncez jamais à la garantie de livraison en temps, même si votre représentant prétend que vous allez avoir un meilleur prix ou un moins bon prix si vous l'utilisez. À chaque fois qu'un client a renoncé à ce droit-là, il s'est rendu compte en bout de ligne qu'il n'y avait pas des meilleurs tarifs, puis souvent, 2 choses peuvent être mises ensemble, la garantie et des bons tarifs. C'est quoi ça, la garantie de livraison en temps? Bien, Buster Fetcher, on s'est fait connaître pour ce service-là. En gros, les transporteurs vont vous promettre de livrer votre colis à une certaine date et vont vous dire que s'ils livrent plus tard que cette date-là, puis des fois, c'est même 60 secondes plus tard qu'une certaine heure, ils vont vous rembourser les frais d'expédition, vous avez juste à faire la demande. Nous, on fait ça pour nos clients. N'oubliez pas que lorsqu'un colis est livré plus tard que promis, ça endommage l'expérience de votre client. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, là. Le client reçoit un numéro de suivi, qu'est-ce qu'il fait? Moi, ce que je fais, c'est que je commence à vérifier tout le temps sur le site du transporteur pour voir quand est-ce que mon colis va être livré et s'il est livré plus tard que promis, mon expérience n'est pas aussi le fun. Donc, en gardant cette garantie-là, ça vous permet, vous, de compenser soit votre client ou de compenser au moins l'atteinte à votre réputation. Le 9e point, expédier le plus rapidement possible. Dites à votre représentant que vous êtes prêt à expédier entre 1 à 4 semaines maximum. Pourquoi? Mais lui, il y a des chiffres à atteindre. Puis le plus tôt que vous allez expédier, le mieux ça va être pour ces chiffres. Comme souvent, ils sont serrés dans leur objectif, dans les volumes qu'ils ont à atteindre, c'est toujours plus motivant de faire avancer un dossier quand tu sais qu'il va avoir un impact très bientôt sur tes chiffres. Le 10e point, soyez précis dans ce que vous demandez. Quand vous allez négocier avec votre transporteur, comme j'ai dit au point 1, vous n'aurez pas ce que vous n'avez pas demandé. Mais de dire au transporteur « t'es 10 de trop cher », c'est pas assez précis puis il y a des bonnes chances que vous ne l'aurez pas. Par contre, si vous dites « t'es 15 de trop cher pour le service un tel en Colombie-Britannique, par exemple, ou dans telle zone de livraison », ça va les aider beaucoup plus à savoir de quoi vous voulez parler, puis ça va leur donner un maximum de chances d'être le plus près possible de ce que vous voulez. Le 11e point, trouvez l'objectif du transporteur. Savez-vous c'est quoi la priorité actuelle du transporteur que vous utilisez? Présentement, il y en a qui vont focaliser sur les expéditions à l'international, d'autres sur des colis livrés à des particuliers ou à des entreprises. Chaque transporteur essaie d'améliorer un certain secteur d'activité, puis si vous êtes capable de savoir c'est lequel, ça va grandement vous aider.
Par exemple, un transporteur qui ouvre un nouveau centre de tri ou qui ouvre un nouveau service, il risque fort bien d'avoir plus de capacité, donc il va vouloir améliorer ses volumes, donc le prix va être meilleur. Juste avant de continuer avec les points 11 à 19, est-ce qu'à date, vous avez appris au moins une petite chose que vous ne saviez pas? Si oui, c'est parfaitement un thumbs up, un pouce en l'air sur la vidéo. Ça va vraiment nous aider. YouTube aime ça. Puis si vous avez un petit truc à nous partager qu'on n'aurait pas parlé encore, mais faites-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Le 12e point, ne soyez pas seul face aux transporteurs. C'est souvent beaucoup plus avantageux de ne pas être seul. Si votre transporteur vous offre 40 ou 50 % de réduction pour les 6 premiers mois, ce n'est pas vraiment un gros deal. Puis il y a très peu d'expéditeurs qui vont être capables de remplir les volumes promis, ce qui fait qu'après un certain temps, les tarifs vont augmenter puis vous ne serez pas plus gagnant. Il y a deux façons différentes de vous associer avec d'autres entreprises pour avoir des meilleurs tarifs. Il y a ceux qui revendent des services, puis il y a les associations. Ceux qui vont revendre des services, c'est une entreprise qui a un compte avec plusieurs transporteurs et qui, à chaque fois que vous allez expédier un colis, eux vont vous recharger directement des frais. Puis il y a les associations, les chambres de commerce ou le club d'expédition de Buster Fisher, qui est des regroupements d'entreprises qui ont chacun d'entre eux leur propre compte avec le transporteur. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est meilleur que les autres? Évidemment, dépendamment à qui vous allez parler, vous allez avoir des sons de cloche différents. Mais la réalité, c'est que la réponse va être différente pour chaque entreprise. Si votre but est d'avoir plusieurs transporteurs puis pouvoir faire le choix entre ces transporteurs-là, un agrégateur peut être une bonne idée. En gros, ce que ça va vous permettre, c'est d'expédier un colis selon différents critères. Par exemple, vous voulez expédier un colis, vous allez pouvoir choisir entre FedEx, UPS, Purolator, Canpar. Puis là, vous allez choisir selon le prix, celui qui vous convient le mieux, ou selon la rapidité de livraison. Ceux qu'on entend le plus souvent parler, c'est Flagship, Freightcom et eShipper. Par contre, ces solutions-là ont aussi leurs limitations, tout comme toutes les autres solutions, évidemment. Les associations, les chambres de commerce ou encore mieux, le club d'expédition de Buster Fisher, ils n'auront pas les mêmes diversités que les agrégateurs. Par contre, vous allez avoir votre propre compte avec un transporteur, ce qui va vous donner plus de possibilités, entre autres de communiquer directement avec lui s'il y a un problème. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça va vous permettre aussi de faire des réclamations pour des colis livrés en retard ou différentes autres problématiques que vous pourriez avoir. Vous êtes capable d'appeler le transporteur, ce qui n'est pas nécessairement possible avec les différents agrégateurs. On a créé le club d'expédition de Buster Fisher en interviewant des centaines de nos clients. Puis cette solution-là qu'on a choisie, c'est celle qui vous permet de commencer petit, mais de garder la même procédure puis la même structure, même quand vous allez expédier 1 million de colis par jour. Il y a d'autres entreprises qui préfèrent avoir un seul transporteur qui va chez eux à tous les jours pour ramasser leurs colis, au lieu d'en avoir de plusieurs transporteurs comme ceux qui font affaire avec des agrégateurs. Si vous voulez avoir plus de détails sur l'option du club d'expédition de Buster Fisher, je vais mettre des liens dans la description pour vous aider à mieux comprendre ce qu'on offre. Assurez-vous de rencontrer votre représentant aux 3 à 6 mois. En temps normal, votre représentant est supposé de revoir votre compte régulièrement. Je dis bien supposé. Mais prenez les devants. Ça va l'aider pas juste à nouer une bonne relation avec vous, mais ça va vous aider aussi, vous, à savoir qu'est-ce qui s'en vient. C'est quoi les nouveaux services, les nouvelles surcharges, mais aussi sur quoi l'entreprise va focaliser dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, ça va vous aider dans votre prochaine négociation. Le point 14, 98 % de livraison à temps, c'est pas 98 % de livraison à temps. Bon. Là, vous rencontrez votre représentant, il est tout content de vous dire qu'eux, là, ils ont des livraisons à temps dans 98 % des temps. Wow! Mais quand on s'arrête à ça, c'est pas toujours vrai. Parce qu'il y a des choses qui sont enlevées des statistiques qui faussent un petit peu le résultat final. Quand on suit des millions de colis pour nos plus de 1400 clients à la grandeur du Canada, on trouve des colis en retard très souvent. Mais il y a une bonne partie de ces colis qui sont livrés plus tard que promis qu'on ne peut pas réclamer pour plusieurs raisons. Entre autres, transférer le colis à Poste Canada, ce qui ajoute des délais supplémentaires. La livraison est retardée de 4 à 7 jours parce que l'item est plus grand que prévu. Des retards dus à la pandémie, un rendez-vous requis, des délais à cause de la température, des colis qu'on va livrer le lendemain finalement, le destinataire qui est en vacances, on n'est pas capable de livrer, on a dû corriger l'adresse, des problèmes mécaniques. Puis toutes ces occurrences-là ne sont pas comprises dans le fameux 98 % ou peu importe le chiffre du transporteur. Pourtant, si un camion tombe en panne, oui, c'est vrai que des fois, c'est impossible à prévoir, mais sur le nombre total qu'on voit, on s'entend que si le transporteur gérait vraiment bien l'état de ses camions, il y a plusieurs de ces situations-là qui n'y arriveraient pas. Puis dans nos chiffres,
On voit même que certaines régions ont des colis livrés en retard dans 20 à même 25 des cas. Pour être franc, je n'avais jamais pensé mesurer toutes les petites exceptions qui s'ajoutent, mais je vais le faire ajouter au rapport d'analyse puis dans le tableau de bord de Buster-Fisher. Pour ceux qui sont clients chez Buster-Fisher, ça va être un gros avantage pour vous parce que ça va vous aider à pouvoir faire une meilleure négociation. Là, allez surtout pas penser que c'est pas grave si certains de vos colis sont livrés plus tard que ce qui vous a été promis. Chaque retard a un impact sur l'expérience de votre client puis potentiellement sur votre réputation, même si le client ne vous le dit pas. Et ça, même si votre représentant essaie de minimiser l'impact des retards, c'est parce qu'il pense à lui. Parce que lui va avoir des bonus, même s'il vous dit le contraire. En passant, c'est pour ça qu'on a parti Buster-Fisher. On a une autre entreprise où on expédie dans plus de 80 pays à travers le monde. Puis quand un client prend un service accéléré, puis que le colis est supposé d'arriver le mardi, mais qui arrive le mercredi, le jeudi ou le vendredi, pour lui, ce n'est pas de la faute de Australia Post ou de Hong Kong Post ou peu importe. C'est de la faute de la compagnie à laquelle il a commandé. Puis c'est pour ça qu'on a créé Buster-Fisher, pour pouvoir au moins récupérer les frais pour les colis qui ont été livrés plus tard que promis. Donc, la promesse n'avait pas été tenue. Il ne faut surtout pas minimiser l'impact que ça a sur votre entreprise. Puis ça, bien, ça peut se négocier. Un meilleur escompte, ça ne veut pas dire que ça va vous coûter moins cher, partie 1. Là, j'entends votre cerveau qui essaye de comprendre. Imaginez que vous expédiez surtout dans la province de Québec puis que vous voulez négocier vos tarifs. Si votre transporteur vous donne des escomptes incroyables en Colombie-Britannique, mais que ça s'applique juste sur 2 colis, est-ce que ces escomptes-là vont réellement vous coûter moins cher? Ils peuvent aussi appliquer des escomptes sur des services que vous n'utilisez pas nécessairement. Un meilleur escompte ne veut pas dire que ça coûte nécessairement moins cher, partie 2. Si on reprend l'exemple de l'entreprise qui expédie surtout au Québec, puis là, ils négocient là, très serré. Ils obtiennent des tarifs de base incroyables, mais se voient attribuer une nouvelle surcharge. La surcharge qu'on voit le plus souvent, c'est la surcharge pour livraison résidentielle. On va prendre un exemple. Ça vous coûte 20 $ pour expédier un certain colis, puis là, vous avez une belle réduction d'1 $. Ça vous coûte 19 $. Mais là, ils vous ajoutent une surcharge résidentielle d'1,5 $. Ça, vous êtes chanceux, hein, parce que ça peut aller jusqu'à 4 $. En fait, ça vous coûte maintenant 20,50 au lieu de 20. Puis quand ça coûte plus cher, dans certains cas, il y a aussi les surcharges d'essence qui augmentent. Point 17, partagez vos données avec le transporteur. Là, je sais que des fois, ça peut être difficile de se démêler entre les différentes propositions de votre représentant. Mais la meilleure chose à faire, c'est de lui envoyer un fichier très clair des dernières expéditions que vous avez faites. Comme ça va lui permettre de vous donner un tarif beaucoup plus précis. Pourquoi? Parce que plus c'est clair pour lui, moins ça représente de risques pour lui. On prend un exemple. Vous allez sur un site de rencontre, puis vous voyez quelqu'un qui n'a pas de photo. On s'entend que c'est vague. Hein? Est-ce que vous allez vous sentir en sécurité? Très certainement non. Et moins il y a de détails, moins cette sécurité-là va être présente. C'est la même chose pour le transporteur. Il ne faut pas oublier qu'il essaie de se protéger puis de s'assurer d'avoir un certain minimum de profitabilité. Donc, il essaie de minimiser les risques au maximum. Ce qui fait que moins c'est précis, plus il doit se garder une marge de manœuvre. Plus vous allez mettre de détails, puis je vais vous donner certaines informations tantôt, il va voir vraiment plus clair dans ce que vous expédiez, puis ça va diminuer les risques. Par exemple, quand on a commencé à communiquer avec Purolator pour créer le club d'expédition de Buster-Fisher, on a envoyé un fichier qui contenait des informations très simples, mais qui ne menacent pas notre sécurité ou notre confidentialité. Vous allez voir pourquoi. Puis de cette façon-là, on a pu avoir des tarifs beaucoup plus précis. Le fichier que je vous montre présentement, c'est un exemple très simple de ce que vous pouvez envoyer à votre transporteur. Par exemple, le code postal d'origine, ça, c'est le code postal de votre entrepôt, d'où le colis part ou de vos entrepôts. Maintenant, la colonne B, vers quel code postal le colis est destiné, que ce soit au Canada ou à l'étranger. Les dimensions, puis assurez-vous de donner c'est quoi les mesures. Si c'est des centimètres ou des pouces, ce n'est pas du tout la même chose pour le transporteur. La même chose pour la colonne de poids, la colonne des services ici. Pourquoi mettre les services? C'est que le transporteur, si vous faites un prix pour des services de base, puis que vous expédiez avec un service rapide ou vice-versa, vous n'aurez pas une estimation qui est vraiment précise. Et le nombre de colis par envoi. Certains transporteurs, comme Purolator, vont prendre un envoi qui contient plusieurs colis. Mais vous expédiez plusieurs colis la même journée, du même point A au même point B. Purolator, par exemple, va les regrouper ensemble, va considérer ça comme un envoi et non plusieurs colis séparés.
En mettant le nombre de colis par envoi, ça lui donne une meilleure idée. Si vous êtes une entreprise, vous ne le savez pas, c'est quoi le chiffre, mettez juste 1. Je vais mettre un lien vers ce fichier-là dans la description du vidéo. Comme ça, vous allez avoir un modèle pour vous baser lors de votre prochaine négociation. Le point 18, utilisez une compagnie sœur. Il y a plusieurs compagnies qui vont avoir des entreprises sœurs ou des regroupements d'entreprises ensemble, sous la même bannière, par exemple. Mais jumelez-les ensemble, vous allez voir, ça va vous permettre d'avoir un plus grand volume. Le point 19, comment votre représentant et son directeur sont payés? Si on veut mieux comprendre son représentant, la meilleure chose à faire, c'est de savoir de quelle façon il est rémunéré. C'est quoi ses intentions? C'est quoi ses motivations? Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 forces en lui, puis 2 forces en vous qui se rencontrent. Lui, il a son désir de vous aider à atteindre vos objectifs. Mais lui, il a aussi le désir de prendre soin de ses objectifs à lui, c'est-à-dire sa paye. Vous avez aussi le désir de faire réussir votre entreprise et vous avez aussi le désir de prendre soin de vos intérêts financiers. C'est très rare qu'on va voir des représentants qui pensent plus à eux qu'à leurs clients. Mais malheureusement, ça arrive qu'il y a des représentants qui vont menacer des clients, qui vont leur dire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, entre autres, comme je disais tantôt, sur les retards de livraison, pour s'assurer que les clients ne fassent pas les réclamations, ce qui va leur donner potentiellement des bonus supplémentaires. Si vous avez un représentant comme ça, gênez-vous surtout pas de nous en parler. On va garder l'anonymat. Mais je vous dis, il y a des médias qui nous appellent plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois pour avoir des informations et aider les entreprises comme la vôtre. Puis jamais ils vont accepter des choses comme ça. Mais je vous le dis, la plupart ont vraiment à cœur vos intérêts. Puis ils ont des objectifs qui ressemblent beaucoup aux vôtres, comme on a vu tantôt. Donc, ils ont intérêt aussi à avoir une bonne entente. Pour avoir l'information que je vais vous donner dans quelques secondes, j'ai 2 sources fiables. Une demande d'accès à l'information qu'on a eue de Post Canada qui nous donne des détails très intéressants sur, entre autres, des bonus que les directeurs chez Post Canada ont eus. Et la deuxième source crédible, c'est aussi un ancien dirigeant d'un transporteur canadien qui nous a donné des détails sur la façon que les représentants étaient rémunérés. Si on commence par la demande d'accès à l'information, on a posé la question: pouvez-vous, s'il vous plaît, me fournir le nombre total de gestionnaires par catégorie d'emploi ainsi que leurs échelles salariales, la liste des rémunérations supplémentaires qu'ils ont le droit de recevoir, par exemple des bonus, les critères pour l'octroi de ces rémunérations supplémentaires, le total des rémunérations supplémentaires versées en 2017 et 2018 et le total des bonis versés en 2017 et 2018. Évidemment, quand on fait une demande d'accès à l'information comme ça, il y a beaucoup d'informations qui sont cachées ou qui s'assurent qu'on ne comprenne pas. Par contre, il y en a une information vraiment intéressante, c'est-à-dire le total de bonus payés parmi les directeurs des ventes. En 2017, 14 93 291 $ ont été dépensés en bonus. En 2018, 14 560 795 $ ont été donnés en bonus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ici, ces chiffres-là? Ça veut dire que vous n'avez pas à être gêné de négocier lors de votre prochaine négociation. Parce qu'eux ont des bonus de performance et ils ont intérêt à ce que votre entreprise réussisse, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir un tarif juste et surtout pas d'annuler les garanties de livraison parce que c'est dans les critères le volume que ces entreprises-là vont atteindre, puis on va le voir ensemble tantôt. Maintenant, qu'est-ce que notre haut gradé nous a donné? Le premier point pour la rémunération des représentants, c'est souvent la nouvelle business qu'ils vont aller chercher. C'est quand ils facturent des nouveaux colis à un nouveau client. Ça, c'est ce qui, en temps normal, a le plus d'impact pour un représentant. Comme on va le voir un peu plus tard, parce que ce premier point-là, combiné à d'autres, va vous montrer que le représentant a vraiment intérêt à avoir votre business. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si votre représentant actuel ne vous sert pas comme il faut, bien, sachez qu'il y en a plein d'autres représentants qui vont être vraiment contents d'avoir votre nouvelle business. En passant, après 1 an, vous n'êtes plus considéré comme étant de la nouvelle business pour ces transporteurs-là. Vous tombez dans la base de clients du représentant, donc il n'y a plus autant d'incitatifs à vous avoir. C'est pour ça qu'on recommande aux 2 ou 3 ans d'aller voir ailleurs, d'aller chercher des propositions chez d'autres transporteurs qui vont souvent être beaucoup plus agressifs dans la tarification qu'ils vont vous faire. Évidemment, si l'état du réseau est sursaturé, le transporteur ne donnera pas autant d'importance à aller chercher des nouveaux clients. En passant, en fonction de l'état du réseau,
Si le transporteur, son réseau est à surcapacité, il n'ira pas mettre des incitatifs supplémentaires à aller chercher de la nouvelle business. Donc, il est possible que ce ne soit pas ce qui est le plus important, dépendamment des transporteurs, mais dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui compte dans la rémunération du représentant. Un deuxième point, c'est le partage de portefeuille. Imaginons qu'il y a un transporteur A et un transporteur B. Votre transporteur A, vous voulez négocier avec lui, puis il y a 50 % de votre volume, puis il y a 50 % chez le transporteur B. Mais d'aller chercher un pourcentage du transporteur B vers lui va aider le représentant parce qu'il va être allé chercher de la nouvelle business, mais chez un compétiteur. Tantôt, je vous expliquais que le représentant doit aller chercher de la nouvelle business, puis c'est comme ça qu'il est surtout rémunéré, mais qu'après un an, vous n'êtes plus aussi important. Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas important, parce que lui a aussi la rétention de ses clients qui est comptée dans sa rémunération. Ce qui veut dire que si votre volume est 200 000 $ par année et qu'il vous perd, puis que ses objectifs d'expédition sont 2 millions, il va falloir qu'il aille compenser la perte de votre volume pour 2,2 millions au total, ce qui fait que ça augmente son volume à aller chercher. Donc, vous pouvez quand même vous assurer que le représentant veut vous garder comme client. Le dernier point qui est dans la rémunération des représentants, c'est aussi l'augmentation annuelle du volume de ses clients existants. Il doit s'assurer d'augmenter les volumes et aussi d'augmenter les montants de ces volumes-là. Voilà, ça termine les 19 points. Par contre, juste avant, j'ai une question pour vous. Êtes-vous absolument certain d'avoir les meilleurs tarifs avec votre transporteur? À chaque semaine, on voit des entrepreneurs qui pensent avoir les meilleurs prix, trouver le maximum de remboursement ou d'avoir le plus d'économies possible. Mais dans la vaste majorité du temps, on en trouve beaucoup plus. Imaginez si vous n'êtes pas sûr d'avoir les meilleurs tarifs. Dans ce cas-là, c'est super simple. Vous pouvez nous contacter au 1-844-311-3088 ou sur busterfetcher.com, puis on va vous aider à analyser votre compte pour trouver le maximum d'économies potentielles. Je vous rassure, ça ne vous coûtera rien si on ne vous fait rien économiser. Vous êtes gagnant-gagnant sur toute la ligne. Avant de quitter, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, faites-nous un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, faites-nous un pouce en bas. Puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait tirer avantage de cette vidéo-là, quelqu'un qui a à négocier avec ses transporteurs, s'il vous plaît, partagez-lui la vidéo ou vous pouvez même le partager sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire grand plaisir. Merci beaucoup, puis à la prochaine.